le cours de neurodiagnostic avancé, les atteintes radiculaires. Donc, les examens électrophysiologiques, donc nos conductions nerveuses et puis l'EMG, sont utiles pour le diagnostic des radiculopathies. Radiculopathie, hein, radiculo-racine, puis pathie, pathos, maladie. Donc, dans ce chapitre-là, on va aborder seulement que les atteintes monoradiculaires, donc d'une racine. Et puis, le but de l'examen, donc quand on fait un examen électrophysiologique, hein, c'est de localiser la racine qui est lésée, la racine qui est affectée, peut être affectée de différentes façons. Sous la rubrique là, de Fournier, dans ECT, j'ai photocopié le petit chapitre là, dans Fournier sur les atteintes radiculaires. OK? Puis, ça serait une bonne idée d'aller vérifier ça. De toute façon, ici, on va faire un petit résumé, mais pour compléter le module d'apprentissage, bien, ça serait bien. Vous devez utiliser le photocopie là, de Fournier. Donc, Maria ici avait fait ce PowerPoint. Là. Je vais rajouter quelques petites choses. Pour les problèmes au niveau de la racine, là, les racines peuvent être les racines, donc vous avez la colonne vertébrale, là, la moelle, et puis de la colonne partent les racines là, entre les vertèbres. Okay? Donc, on dit que les racines peuvent être altérées lorsqu'elles sortent du canal rachidien, okay? Le canal rachidien, là, ou les racines, ou entre la moelle et le trou de conjugaison, donc entre les vertèbres, il y a des trous que la moelle passe, ou encore dans leur trajet intramédulaire. Les processus pathologiques sont aussi variés que ceux dans les processus des nerfs. On a traumatisme. Ça peut être un étirement, une lacération, avulsion. Tu sais, on peut avoir par exemple une compression, puis que la moelle est compressée, puis elle sort un petit peu. Une section, hein, un accident, la moelle est coupée. Une rhizotomie, la racine est coupée. Ensuite, vous avez par compression, donc une protrusion des disques intervertébraux, comme l'hernie discale. OK? Bon, j'ai fait un petit dessin ici, à droite, là. Quand on dit si la racine, par exemple, à cause du disque, là, bon, on voit que, bon, en bleu, vous avez la colonne vertébrale, là. Ça ressemble pas à ça, mais on s'est schématisé. En rose, ici, vous avez les nerfs qui sortent de la colonne. Puis ici, en jaune ocre, là, c'est les disques, OK? Là, s'il y a une pression à quelque part ici, par exemple, c'est souvent dans le bas du dos à L5, là, OK? Puis la personne, elle va forcer, par exemple, puis le disque, il va, ce qui est jaune ici, là, bon, disons qu'il va avoir de la pression, mais là, le disque va sortir, hein? Il va être aplati, le disque, comme il fait avec la gélatine, là, puis ça va sortir de ce que ça doit être. Puis là, ici, voyez-vous, ça va venir comprimer les racines. OK? On peut avoir aussi des problèmes ostéo-articulaires. Bon, par exemple, ici, là, au niveau de l'os, là, puis des disques, si le disque comme un genre de cartilage, si c'est usé, OK? Puis là, l'os, lui, il va devenir, tu sais, il va avoir un frottement os sur os, là. OK? Fait que là, vous imaginez que s'il n'y a plus de cartilage, puis qu'il y a un frottement os sur os, puis que ça vient, ça va venir gratter, hein, nos nerfs ici. Puis le nerf, ben, il aime pas ben ça se faire gratter. Fait que ça peut, à la longue, hein, ça peut même couper le nerf. Donc ça, c'est le problème ostéo-articulaire. Tu sais, des ostéophytes, subluxation, spondylolithésis. Ben, ça, c'est les canaux, hein, qui vont rapetisser
épaississement ligamentaire. Il y a plein de choses. Ce qu'on voit beaucoup, nous autres, dans notre travail, c'est comme ça de l'ostéoarthritis, là, où ce que le cartilage s'en va, tu sais, de l'usure. Les disques ici. Il y a les accidents ou ces accidents de voiture, hein, que la colonne vertébrale est cassée, des choses comme ça. Il peut y avoir des tumeurs, hein, fait que, disons que, je sais pas moi, une tumeur, quelle couleur qu'on va le faire? On va le faire en mauve. Il arrive de quoi, puis il y a une tumeur qui vient s'installer ici, là. Ben là, ça va faire des problèmes à nos racines, hein? Des kystes, des infections, ok? Zona, des microbes qui se mettent là-dedans, des inflammations de la racine, des ischémies, le diabète, ok? De la radiothérapie, ok? Donc ça, en gros, c'est comme ça, là, des problèmes de racine. Vous pouvez en avoir au niveau du cervical, au niveau thoracique, puis au niveau aussi lombaire, hein, lombo-sacré. Beaucoup au niveau cervical, là, entre C4, C6, C6, C7, C8, T1. Dans le bout de T1, T2, ok, entre les omoplates, on en a là L2, L3, tout dépendant des exercices que les personnes font. L5. L5, c'est dans la courbe en arrière, juste en haut des fesses, là, où il y a une courbe là, dans le dos, là. Bon, ben, si quelqu'un qui lève des poids énormes puis qui se retient pas le ventre, ben là, la courbe, elle va être accentuée puis ça peut venir écraser les disques, hein, dans le bout de L5. Puis la courbe du dos, comme ça, c'est un genre de ressort, c'est un genre de spring, ok, qui fait que on a de la mobilité, ok? Mais faut quand même, c'est pour ça qu'il faut quand même avoir des abdominaux qui retiennent ça pour pas écraser les disques là, à L5. OK, on continue ici. Donc, comment est-ce qu'on va vérifier ça? On va vérifier ça par la conduction proximale. On parle ici d'onde F puis de réflexe H. On fait des études comparatives, ce qui veut dire qu'on vérifie le côté gauche avec le côté droit. Hein, le côté, par exemple, qui est affecté avec le côté non affecté. Qu'est-ce qu'on va retrouver? Des ralentissements de la conduction proximale. Donc, les vitesses de conduction des ondes F puis des réflexes H sont prolongées parce que on fait, par exemple, ici, on va aller stimuler, ok, notre nerf. Ça se rend jusque dans la colonne. Puis là, ici, dans la colonne, ben là, c'est pris, là. Ça va ralentir. OK? Puis là, on vient l'enregistrer dans notre muscle avec G1. OK? C'est la même chose pour le réflexage. Dispersion temporelle anormale. Réduction des amplitudes des réponses H, surtout. Parce que les réponses F, des fois, c'est un petit peu plus difficile. La désynchronisation. Fait qu'on va en avoir des courtes, on va en avoir des plus longues. Fait qu'il y a trop de désynchronisation. On peut avoir aussi des blocs de conduction radiculaire. Donc, on va avoir dans ce moment-là une baisse d'amplitude du réflexe H ou abolition sur un côté par rapport à l'autre. Fait que le côté qui est correct, on va avoir le réflexe H va bien sortir. Puis le côté qui est affecté, ben là, soit que l'onde elle va avoir une petite amplitude ou le réflexage, là, ou bien qu'on n'en aura pas du tout. Hein? Abolition de l'onde F ou réduction du nombre d'ondes F. L'an passé, quand on faisait les ondes F, j'avais parlé que, disons qu'on envoie, selon des études, là, mais ça, vérifiez quand vous allez être à l'hôpital, ils vont vous donner, eux autres, leur façon de vérifier ça. Là. Mais moi, ce que j'avais appris, c'est que quand vous avez des ondes F, on en fait entre 10 et 20, OK? Et puis, on devrait, le médian, surtout le médian, puis le tibial, on devrait avoir au moins 80% des stimulations qui vont induire une réponse, un onde F. OK? Bon, on va dire 70-80%. En bas de ça, quand il n'y a pas assez quand les ondes F apparaissent pas, ben, ce serait considéré anormal, OK, selon certains auteurs. Okay? Mais ça encore là, s'il n'y a pas d'onde F,
c'est pas bon. S'il n'y a pas assez d'onde F, c'est ça, ça devrait dénoter une atteinte radiculaire. Mais là, il faut vraiment corréler ça avec les signes cliniques. Puis les signes cliniques d'une atteinte radiculaire, la douleur va partir de près de la colonne, hein, elle va partir en proximal, puis elle va s'en aller vers le distal. Puis il faut toujours se rappeler où est-ce qu'ils sont, tu sais, comme on a nos dermatomes, là, avec les nerfs, là, tu sais, par exemple, avec les racines, là, c'est 5, c'est 6, là, c'est ça qu'il faut penser, ok? Signes déficitaires, cliniques, moteurs et sensitifs. Donc, la personne va avoir des signes cliniques, hein, moteurs. Donc, moins d'habileté motrice, perte de sensibilité. Puis, l'IMG, ça, c'est fait avec l'aiguille. OK? Je vais essayer de vous faire une vidéo là-dessus, là, cette semaine, là, après, juste pour vous donner une idée, là, mais ça sera pas vraiment l'examen, c'est juste pour vous donner une idée qu'est-ce que ça va. OK? On va continuer l'autre. Bon, ça a été pris dans Fournier. Ça, c'est dans les photocopies là, que vous avez, que j'ai mis sur Osté. Vous avez ici deux ondes. Ici, elles ont comparé le nerf péronné. Puis, l'onde F avait été faite au creux poplité. OK, recueil sur les dB. En A, ils ont mesuré la vitesse de conduction à gauche de notre onde F qui est ici. Et puis, elle était de 38 mètres par seconde et à droite de 48 mètres par seconde. Donc, la vitesse de conduction à gauche est anormale, est en dessous de 40. Okay? C'est une façon de vérifier. On en a une autre ici. On a une altération de la conduction de réflexe H, okay, en proximal. Donc, le réflexe H, c'est pour les atteintes radiculaires qui sont situées au niveau de S1. OK? Le sacré 1. Ça, c'est en dessous de L5. C'est souvent là par hernie discale L5-S1. L5-S1, c'est ça, c'est dans le creux, là, en haut des fesses, le creux du dos, là. C'est là qu'on trouve ça. OK? Donc, on a stimulé ici le nerf tibial au creux poplité. Le recueil a été fait sur le soleus. Puis, la vitesse de conduction en A, ici, de notre onde H, l'onde H est ici, là. Le réflexe H, OK? 45 mètres par seconde. OK? Puis là, vous avez noté ici, là. Quand on fait un réflexe H, il faut utiliser une stimulation minimale. Quand on fait l'onde F, la stimulation est supramaximale. Ça, c'est des choses qu'on a vues l'année passée. Puis, vous avez ça aussi dans vos notes de cours là, de votre manuel de conduction. Hein? Donc, on a ça ici. Puis, en B, vous avez, ici, on a la stimulation. Là, on l'a baissé, pour obtenir une stimulation minimale. Puis, on a ici notre réflexe H qui apparaît. La vitesse de conduction a été mesurée. 54 mètres par seconde. Puis si on compare ici le côté A avec le côté B, ben, il y a une grosse différence d'amplitude. Hein? Donc, l'anomalie est sur le côté ici où l'onde H est prolongée et que son amplitude est basse. Quand on fait des conductions motrices ou des conductions sensibles, la conduction motrice est souvent normale, OK? Donc, la conduction est normale si la lésion radiculaire occasionne seulement un ralentissement ou un bloc de conduction. La lésion radiculaire qui cause une perte axonale affecte l'amplitude des réponses. Hein? On avait vu là, perte d'action, mais de façon modérée. Parfois, l'amplitude des réponses motrices reste normale, même en cas de perte axonale. Pourquoi? Parce que la dénervation des muscles du myotome est limitée. La dénervation, on parle là, des unités motrices qui sont plus là, OK? Pourquoi c'est comme ça? Parce que les muscles ont une innervation qu'on dit pluriradiculaire. Hein? Là, quand on parle, par exemple, là, de certains muscles comme
bon, on va parler du nerf médian qui va innerver plusieurs muscles. Le nerf médian, il y a une innervation qui part de C5, C6, C7, C8, T1. D'accord? Et puis, un muscle a plusieurs innervations. OK? Juste vous souvenir de ça, là. Un muscle, il n'y a pas juste une racine qui va innerver un muscle. Il va avoir 2-3 racines. OK? Donc, ce qu'on dit, une innervation pluriradiculaire. Une atteinte radiculaire ne cause de la dégénérescence que sur peu d'axones et la réinnervation collatérale préserve l'innervation musculaire. Okay? En résumé, là, un muscle a plusieurs innervations. Okay? C'est pour ça que dans une atteinte radiculaire, souvent, nos amplitudes sont préservées. OK? Juste si vous pouvez retenir ça, là, c'est déjà pas mal bon. OK. Ici. Donc, ici, à la figure 27.3, vous avez un exemple qui vient contredire exactement ce qu'on vient de voir, mais c'est pas grave. OK, vous avez ici un syndrome sous-lésionnel, l'atteinte de L5. OK, donc on a le nerf péronien ici, là, qui est innervé par L5. OK, donc on voit sur, ça va être le côté gauche, je pense ici, le sang péronien chevet, ils disent pas c'est quel côté là. Disons le côté A, on voit l'amplitude est très affectée. OK, elle est basse par rapport au côté B. OK, aux 3 sites, hein. Ici, on a à la cheville, on a en dessous de la taille du péroné, puis au-dessus de la taille du péroné. Et puis, l'ongle, là, regardez, est comme dispersé, hein, on appelle ça dispersé, voyez-vous? Comment qu'elle s'étend longuement. Ça ressemble, dans des cas de Guillain-Barré, là, on a des ongles qui ressemblent à ça, là. Mais ça, ici, c'est un syndrome sous-lésionnel. Bon, il y a quelque chose au niveau de la racine qui a vraiment affecté tout le nerf, hein, cette partie du nerf, là, la partie du nerf péronien, OK? Dans ce cas ici. Fait que, comment qu'on analyse ça? Bon, on voit qu'il y a vraiment une asymétrie au niveau des amplitudes. Et puis, l'onde, regardez la durée de l'onde ici, là. Comment que c'est long, hein? Si on a ici j'essaie de voir, là, 2 millivolts, puis mon échelle ici, 10 millisecondes par division. Ouais, 10 millisecondes par division. C'est long, là. Okay, fait qu'on voit ici comment est-ce que l'onde est prolongée, puis elle a plusieurs, elle est dispersée. On appelle ça de la dispersion en EMG. Hein, comparativement à une belle onde, là, qui a sa belle phase négative, hein, qui a une durée, là, donc une durée normale, là, ici. Okay. On va continuer à l'autre diapositive, parce que OK. Donc, dans les radiculopathies, pour pouvoir diagnostiquer des radiculopathies, le neurologue, il va faire ce qu'on appelle des EMG, des électromyogrammes. Okay? L'électromyogramme est plus sensible que la conduction motrice en surface parce que on rentre directement dans le muscle, puis on va placer l'électrode aiguille, c'est le médecin qui fait cela. Il va aller placer l'électrode aiguille dans le muscle près des unités motrices, qui va aller directement voir qu'est-ce qui se passe dans le muscle. Il va avoir un EMG, il va avoir 3 types d'anomalies, OK? Un signe de perte de fibre nerveuse, donc ce qu'on appelle un tracé pauvre. Fait qu'il va avoir, quand il va aller vérifier ces unités, il va en avoir moins, OK? Il va avoir des signes de dégénérescence des axones par fibrillation, puis aussi de réinnervation. Il va avoir aussi présence d'activité spontanée, qu'on appelle des fasciculations. D'accord? Ici, un petit peu de vocabulaire, là. Le myotome, c'est l'ensemble des muscles innervés par une même racine. Un muscle peut être innervé par plusieurs racines. Mais un seul nerf, exemple le biceps, là,
il est innervé par un nerf, le musculo-cutané, mais le musculo-cutané, lui, a deux racines, C5 et C6. D'accord? Un muscle peut être innervé par plusieurs racines, mais un seul nerf. Exemple, le biceps, qui est innervé par le nerf musculo-cutané, puis les racines, c'est C5, C6. Même si la racine est détruite par les altérations EMG, même si la racine est détruite, les altérations EMG peuvent être absentes, une altération, sur certains muscles. Là, on rentre là-dedans, là, un peu plus dans ce que le médecin y fait, OK? Vous autres, ce qui est bon de savoir, c'est un myotome, c'est un ensemble de muscles innervés par une racine. Un muscle est innervé par un nerf, puis le nerf peut provenir de plusieurs racines. OK? Parce que le médecin, lui, il va avoir tous ses tableaux pour vérifier, par exemple, les racines, etc. Je veux pas rentrer là-dedans tout de suite parce que c'est un petit peu compliqué. Et puis, je pense que pour l'instant, là, on n'a pas besoin de ça. Bon, en pratique, là, pour le diagnostic de la radiculopathie, le médecin va chercher à montrer qu'il y a présence d'anomalies dans des muscles innervés par la même racine, mais non par le même nerf. Donc, exemple, on suspecte une radiculopathie à C6, OK? La racine C6. Le biceps a une innervation radiculaire C6. Son nerf, c'est le musculo-cutané. Le brachioradialis, il y a aussi une innervation de la racine C6, mais son nerf est le radial. Fait que voyez-vous, on a deux muscles ici, le biceps et le brachioradialis qui ont une origine à C6, mais ils sont de nerfs différents. C'est ce qu'on a ici. Présence d'anomalies dans des muscles innervés par la même racine, mais non par le même nerf. OK? Donc, pour prouver que l'anomalie est à C6, on pourrait tester ces deux muscles avec une électrode aiguille. Si les deux présentent des signes de dénervation, des anomalies, mais on pourrait conclure que C6 est affecté, car C6 est commun aux deux muscles. Deux muscles avec la même racine, mais pas le même nerf. Ensuite, on peut continuer ici. Attendez un petit peu, là, je vais enlever ça. OK. Ensuite, il va avoir absence d'anomalie dans des muscles innervés par le ou les mêmes nerfs, mais des racines différentes. Absence d'anomalie dans des muscles innervés par le même nerf, mais de racines différentes. Exemple, le brachioradialis a pour racine C6 et son nerf est radial. Le triceps a pour racine C7 et son nerf est le radial. Donc, ces deux muscles-là sont innervés par le nerf radial, mais leur racine est différente. Donc, à l'EMG, il y aurait absence d'anomalie dans les deux muscles. Tu sais, si le problème est à C6, ben, le brachioradialis pourrait représenter des anomalies. Mais le triceps, il n'y en aurait pas. OK? Fait que, parce que c'est pas la même racine. OK? Fait que si le problème est au niveau de la racine, ben, les deux muscles présenteraient pas les mêmes, il y aurait pas les mêmes anomalies, il serait différent. On continue ici. Et puis, parfois, là, le neurologue, il va aussi faire des EMG sur les muscles paravertébraux. Les paraspinaux, qu'on appelle. OK? Puis, vous avez ici pour la recherche des anomalies, pour les EMG. Puis, vous avez les racines, les muscles marqueurs. Les muscles marqueurs, c'est les muscles qui vont être étudiés le plus souvent par le médecin. OK? Donc, vous avez ici les membres supérieurs. Là. OK? Vous avez ici les membres inférieurs. Il y en a d'autres, là, mais disons que, en gros, ça, c'est les muscles préférés. Hein? Puis, ça, c'est les signes d'anomalie. Là. En A, ici, avec à l'aiguille, donc vous allez avoir sur votre écran des signaux qui ont l'air de ça ici. Là. Okay? Quand le muscle est au repos, il devrait rien avoir. On devrait avoir comme aucun bruit. Mais si on va les entendre, ça va faire tic, 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 comme de la pluie. Okay?
En B, ici, vous avez un autre anomalie. Donc ça, on va entendre là, les muscles. Là. Un muscle au repos encore ne devrait pas avoir ça ici. OK? Et puis en C, c'est quand le muscle, on demande, on fait une contraction musculaire. Dans un muscle normal, là, ça devrait être plein d'unités motrices. Donc ici, on voit qu'il y en a là, quelques-unes. Là. Donc, elles sont... c'est un tracé qu'on va dire pauvre, un tracé diminué. OK? Ensuite, ici. Alors, cette partie-là du PowerPoint, là, c'est la différenciation entre les atteintes radiculaires et plexiques. Puis ça, on peut différencier ça par le potentiel sensitif. OK? On va voir cette partie-là dans les atteintes plexiques. Pour l'instant, on va s'en tenir aux atteintes radiculaires. OK? Alors, à partir de la diapositive 14, on va les voir plus loin dans les potentiels plexiques. Alors, c'est la fin de du PowerPoint ici.